Bonjour, ça marche. Bonjour à tous. Merci d'être présent pour cet atelier éco de fin de journée. Aujourd'hui, donc je m'appelle Constance, je travaille chez BPI France et avec Marc-Antoine qui est ici, qui travaille également chez BPI France, nous allons animer cette table ronde avec un beau parterre d'intervenants qu'on va vous présenter juste après. Et on va parler aujourd'hui des biocarburants. Plus précisément, la question qu'on va tous se poser ici et à laquelle on va tenter de répondre va être les nouvelles générations de biocarburants, l'énergie de quel transport demain? Vous n'êtes pas sans savoir que le secteur des transports est un des secteurs les plus émissifs en France de gaz à effet de serre. C'est même le secteur le plus émissif de gaz à effet de serre. Donc nous ici, dans le cadre de la table ronde, quand on parle des transports, c'est autant les transports routiers que l'aviation, que le maritime, enfin tout type de transport. Donc puisque c'est un des secteurs les plus émissifs, la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est finalement quelle sera la place des biocarburants dans la transition du secteur des transports demain et quelle sera la place des biocarburants dans le mix énergétique. Donc je l'ai dit, on est deux pour animer cette table ronde et on a aujourd'hui, je fais une rapide présentation, mais après je vous laisserai tous vous présenter un peu plus en détail. Mais donc on a Jean-Christophe Viguier de l'IFPEN, Myriam Gourmand-Arnaud de Total Energy, Isabelle Domergue du ministère de la Transition écologique et Amaury de Souancé de la société AgriCarbone. Donc ce qu'on vous propose, c'est qu'on va on va avoir un échange pendant 40 minutes, puisqu'on a 1 heure à peu près de table ronde. On va échanger pendant 40 minutes et après on va laisser 20 minutes de questions, à la fois ici en physique à vous qui êtes présents, et on a également tous les gens qui sont connectés à Big. Voilà pour les modalités. On va démarrer. Peut-être que pour démarrer, ce qu'on vous propose, c'est de chacun vous présenter un petit peu plus présenter votre structure, ce que vous faites et votre lien, entre guillemets, votre lien avec les biocarburants. Amaury, vas-y. Je commence. Ok. Donc bonjour à tous, Amaury de Souancé. Donc j'ai cofondé la société qui s'appelle AgriCarbone il y a 3 ans et demi avec Simon Pelletier. Donc cette société a pour but d'aider les agriculteurs à valoriser leurs coproduits du type paille, menu paille, culture intermédiaire dans des filières émergentes comme la méthanisation ou les biocarburants de deuxième génération principalement. Donc aujourd'hui, nous, on approvisionne principalement des méthaniseurs, étant donné que les biocarburants en France sont encore à l'échelle expérimentale, mais on pourra confirmer ça par la suite. Bonjour à tous, Isabelle Domergue. Je travaille pour le ministère de l'écologie à la direction de l'énergie. Et on a à cœur à développer l'énergie renouvelable dans les transports. Donc l'aspect biocarburant est évidemment essentiel. Mais après, on va aussi au-delà à travers d'autres types d'énergie renouvelable qu'on peut mettre dans les transports. Bonjour, Myriam Gourmand-Arnaud. Donc moi, je travaille chez Total Energy. Total Energy, c'est le nouveau nom de Total. Total Energy, c'est maintenant l'acteur multi-énergie pour la transition énergétique, où après le pétrole, le gaz, il y a maintenant la biomasse, l'hydrogène, le solaire, l'éolien. Et moi, je suis en charge de tous les sujets prospectifs dans l'activité Renewable Fuels, qui comporte les carburants renouvelables, donc d'origine les biocarburants, et aussi les carburants synthétiques à partir de CO2 et d'hydrogène. Merci Myriam. Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Christophe Viguier. Je travaille chez IFP Énergie Nouvelle, qui est un établissement public industriel et commercial engagé dans la transition énergétique. Nous faisons de la recherche et de l'innovation. Et je tiens à ce mot-là, l'innovation, c'est développer, faire de la R&D pour aller sur le marché. Donc développer des technologies qui vont sur le marché. Et je m'occupe plus particulièrement du développement de technologies pour la production de biocarburants au sein du centre de résultats procédés. Merci beaucoup pour votre présentation. Donc maintenant qu'on connaît bien tous nos interlocuteurs, on va commencer par une première question et on va un petit peu définir le sujet. Et je vais me tourner vers le ministère, Isabelle. La première question est du coup pour vous. Donc il y a eu pas mal de discussions ces derniers temps, ces dernières années sur qu'est-ce qu'étaient les biocarburants par rapport par exemple à la technologie, ce que c'est que des biocarburants conventionnels, avancés, etc. Les 1G, 2G qu'on entend beaucoup. Du coup, ma première question, qu'est-ce qu'un biocarburant ? Quels sont les différents biocarburants et finalement, comment on les classe ? Très
bien, effectivement, c'est essentiel de savoir de quoi on parle. Qu'est-ce qu'on appelle un biocarburant? Ça va être un carburant qui provient d'une énergie biosourcée, c'est-à-dire qui provient de tout ce qui peut être lié à la matière organique, à la matière végétale, et qui est durable. Durable, c'est-à-dire qui va vraiment assurer une réduction de gaz à effet de serre par rapport à un équivalent fossile. Par exemple, si on prenait de la palme qui vient directement d'une parcelle déforestée et qu'on la mettait dans du biocarburant, on n'aurait pas forcément quelque chose de durable qui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est la définition générale. Après, au niveau réglementaire, on va distinguer deux types de biocarburants. La première catégorie, c'est tout ce qui va être en concurrence alimentaire. Donc là, on a les céréales, le maïs, le blé, le colza, le tournesol, le soja. Toutes ces matières-là sont des matières premières en concurrence alimentaire qu'on va classifier parmi les biocarburants de première génération. Là, on développe l'utilisation des biocarburants de première génération dans les transports, mais on s'attache à ce qu'il n'y en ait pas plus de 7%. Sinon, on aurait des risques de concurrence avec l'alimentation ou des risques de conflit dans l'usage des sols. Donc c'est important, mais c'est contrôlé comme utilisation. Après, on a les biocarburants qui proviennent d'une ressource qu'on appelle avancée. Les biocarburants qu'on peut aussi dire de deuxième génération. Et eux, on cherche à les développer davantage dans les transports. Ils proviennent de ressources comme la lignocellulose, donc c'est tout ce qui peut provenir de bois, de paille, de résidus forestiers. Ça peut provenir aussi de résidus de station, de d'épuration. Ou bien, plus facilement, c'est pas tout à fait des biocarburants avancés, mais c'est quand même des biocarburants qui proviennent de déchets ou de résidus. On va avoir les huiles usagées qu'on va utiliser dans l'alimentation, dans la restauration, et qu'on va ensuite réutiliser pour une valorisation énergétique. Voilà, donc ça fait deux grandes catégories de biocarburants. Et après, c'est vrai qu'au niveau industriel, dans la recherche, on va au-delà de cette classification et que des matières premières comme les algues, que nous on considère simplement comme avancées, vont être classifiées dans la recherche comme des biocarburants de troisième génération, c'est-à-dire pour lesquels l'utilisation et la valorisation de la matière première doit encore faire l'objet de beaucoup de recherches et de développement technologique. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord sur ces définitions? Ok, super. C'est quand même très, très, très important. Et ben, du coup, on peut enchaîner avec la deuxième question. Et du coup, je vais plutôt me tourner vers vous, Jean-Christophe, pour cette deuxième question. Donc maintenant qu'on sait ce que sont des biocarburants, j'aimerais que vous nous expliquiez ce que vous voyez dans 5, 10, 15, 20 ans sur la place des biocarburants, dans quel transport, sur quel secteur d'activité. Est-ce que ça va être un carburant qui va être prioritaire? Est-ce que, au contraire, ça va être un carburant de transition et en fonction des différents secteurs d'activité? Alors la question est très vaste, je ne prétends pas y répondre de façon exhaustive. Néanmoins, je crois que le sujet a été posé dès le départ par ma voisine. C'est finalement, on a un problème de décarbonation des transports. Et si on veut avoir un succès, et je parle là pas à l'échelle seulement de la France, parce que la France, c'est important, mais c'est pas suffisant. Il faut raisonner au niveau mondial. Il va falloir mettre en œuvre plusieurs solutions. Et surtout, veiller à ne pas les opposer, mais plutôt les combiner. Donc, et quand je dis ne pas les opposer, c'est de ne pas opposer les biocarburants de première génération ou conventionnels avec les biocarburants avancés, et c'est ne pas non plus opposer les usages. Et donc, maintenant, une fois cet élément posé, si je me projette dans 20 ans, si je me réfère des trajectoires produites par exemple par l'AIE, à 2040, on peut penser que suivant les scénarios, on aura de 2 à 4 fois plus de biocarburants que ce que l'on a aujourd'hui. Alors il y a de nombreux scénarios, mais je me réfère à l'AIE. Je pense que, mes voisins corrigeront, mais voilà un peu les idées. Alors aujourd'hui, et la grosse différence que je vois, et ça a déjà été introduit par Isabelle, c'est qu'aujourd'hui on a quasi exclusivement des biocarburants conventionnels sur le marché. Et si on se projette à un horizon de 10 ans ou de 20 ans, ça ne sera plus le cas. Il y aura des biocarburants conventionnels, des biocarburants avancés. Et pour ça, il faut désormais passer à la phase d'investissement, puisqu'il y a eu de considérables efforts de recherche qui ont été faits grâce aux industriels, grâce aux entreprises comme celles que je représente, telles que l'IFP, grâce à l'État. Et donc maintenant, il faut passer à l'échelle industrielle. Donc c'est ce que je crois.
Et quant à leurs usages, une unité industrielle ne produira pas un seul biocarburant pour un seul usage. Elle produira des biocarburants pour plusieurs usages et je crois qu'on aura des biocarburants dans de multiples secteurs. Voilà. Et donc du coup, peut-être qu'on peut passer le micro à Myriam. Donc là, on vient de voir qu'il y aurait plusieurs biocarburants dans plusieurs secteurs. Et justement, pour vous, quels vont être les secteurs qui vont utiliser ces biocarburants, à quelle échelle, et est-ce qu'ils vont être stratégiques? Je rajouterais en plus déjà par rapport à ce qu'a dit Jean-François, le côté immédiat des biocarburants. Aujourd'hui, c'est une solution qui est disponible dès aujourd'hui pour décarboner. Et toute nouvelle molécule de CO2 issue de sources fossiles qui arrivent dans l'atmosphère, c'est pour 100 ans, donc ça participera au réchauffement climatique. Donc toute action qui peut éviter, je pense, est à prendre dès maintenant. Donc aujourd'hui, il y a différents types de biocarburants qui existent. Le principal usage, c'est la route, aujourd'hui, qui commence à se décarboner avec des quantités incorporées de plus en plus importantes. Et puis après, il va y avoir, comme l'a très bien dit Jean-François, différentes solutions pour décarboner les transports. L'électrique, l'hydrogène va arriver aussi. Mais le biocarburant permet dès maintenant de commencer et surtout d'utiliser toutes les infrastructures disponibles aujourd'hui. C'est sa grande force. Vous ne changez pas les moteurs, vous ne changez pas les stations-service. Voilà. Et donc dans certains secteurs, il sera peut-être une énergie de transition avant d'arriver vers d'autres mix énergétiques. Et puis, il y a des secteurs où le contenu énergétique liquide d'un biocarburant va être encore très important. Et je pense à l'aviation, où aujourd'hui, pour décarboner l'aviation, à part ces carburants aviation liquide, on va encore avoir pour des décennies besoin de ce type de technologie pour que ce secteur aérien puisse se décarboner et atteigne ces objectifs qui sont très ambitieux. Et puis vous allez avoir aussi la marine qui prend de plus en plus ce sujet de décarbonisation, qui se met aussi des propres objectifs et où les biocarburants vont pouvoir jouer un rôle dès maintenant pour décarboner avant des modifications de technologies, de bateaux, de moteurs. Et on parle dans la marine après de méthanol et d'ammoniac, par exemple. Voilà. Donc il va y avoir en 2040, en 2050, une multitude de solutions. Mais les biocarburants permettent dès aujourd'hui de commencer à décarboner le secteur du transport. Moi, je voulais juste rebondir sur le sujet ressources par rapport aux biocarburants, parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure. Le fait que ces biocarburants sont produits à partir de ressources organiques. Donc moi, je connais bien les ressources agricoles. Et il faut savoir que du coup, l'avenir des biocarburants, leur utilisation, va dépendre des ressources disponibles, qui ne sont pas illimitées. Et qui sont aussi ces ressources en compétition avec un certain nombre d'usages en énergie, en matériaux, en chimie. Et aujourd'hui, on parle uniquement des biocarburants. Et pour vous donner un petit exemple sur la compétition qui risque d'y avoir sur ces usages de ressources organiques et notamment agricoles, il y a une étude qui est sortie qui s'appelle en 2017 de mémoire, qui s'appelle 100% biogaz en 2050, donc pour produire du biogaz ou du biométhane, qui peut être aussi un biocarburant accessoirement, et qui estime que pour passer à 100% de biogaz en substitution du gaz fossile aujourd'hui en France, il faudrait mobiliser 100% des ressources agricoles de type secondaire, de type résiduel en France. Donc quid des biocarburants dont on parle peut-être un peu plus aujourd'hui, qui sont l'éthanol, qui sont deuxième génération, qui sont d'autres biocarburants. Quid de ces ressources, étant donné que déjà on vise 100% d'utilisation de ces ressources pour faire 100% de substitution du gaz fossile en France. C'est pour vous donner un ordre de grandeur des enjeux qu'il va y avoir sur la compétition sur ces ressources. Merci. Isabelle, je me tourne vers vous. Est-ce que vous partagez un peu les différents constats, et notamment le dernier sur la compétition des ressources, et est-ce que, sur votre point de vue sur la place dans le mix énergétique vraiment de demain? Oui, je pense qu'on a quand même une vision assez commune entre nous sur le sujet. La biomasse qui aujourd'hui est utilisée en liquide, surtout dans le routier,
va être amené progressivement à aller vers d'autres secteurs. Donc on est sur le véhicule léger aujourd'hui. Demain, ce sera plus vers les camions. Et après-demain, ce sera sur l'aérien, qu'on n'arrivera pas à passer à l'électrique dans un court terme. L'objectif, c'est, comme il y a beaucoup de compétitions d'usage de la biomasse, tout ce qui peut passer par l'électrification passera par l'électrification. Et ce qui ne peut pas être électrifié, alors on ira vers une utilisation liquide d'énergie qui sera faite dans un monde sans pétrole à partir de biomasse. La biomasse, effectivement, il y a une énorme concurrence énergétique, mais aussi une énorme concurrence dans la valorisation pour les matériaux de construction. Enfin, tous les secteurs cherchent à se verdir vers la biomasse. Et en fait, la concurrence et la vision globale de l'utilisation de la biomasse est juste fondamentale pour planifier le développement futur de la France en 2030 et en 2050. Oui, allez-y. Je voulais juste encore rebondir là-dessus. Dans les usages de la biomasse, vous entendez peut-être beaucoup parler de stockage de carbone. On parle de stockage de carbone maintenant dans les sols agricoles via l'émission de crédit carbone. Il faut savoir que le stockage de carbone, c'est rien d'autre qu'un usage de la biomasse. On remet de la biomasse au sol qui va participer à stocker du carbone. Donc on va avoir des choix à faire. Donc on parlait des matériaux, etc. Mais remettre du sol, augmenter le carbone dans le sol, dans les sols agricoles, donc stocker du carbone, c'est aussi un usage. Alors 2 points de mon côté, et je crois que monsieur fait bien de mettre en évidence que quand on développera des projets industriels de production de biocarburants avancés, c'est pas simplement un développement d'une unité industrielle, c'est en même temps et avec une égale importance l'étude de la biomasse, quelle biomasse on utilise, comment on l'utilise, comment agronomiquement on valide qu'on ne fait pas d'erreur. Et c'est vraiment, je pense, quelque chose d'essentiel. Après, concernant les concurrences, les risques, je modérerai un tout petit peu. Bon, l'étude à laquelle vous faites référence me semble une étude prospective. Et je crois que si on regarde bien ce qui est dit par le président de l'organisation qu'il a mandaté, il y a quelques réserves. C'est un scénario prospectif. Donc, premier point. Deuxième point, encore une fois, il ne faut pas opposer. Et par exemple, une unité de production de biocarburant, que ce soit de bioéthanol, que ce soit de biogazole ou biojet de synthèse, c'est aussi une production de biogaz. Peu de gens le savent. Premier point. Deuxième point, c'est aussi la base de la bioraffinerie. C'est-à-dire qu'on va en même temps produire des flux qui vont servir à faire des produits biosourcés. Et des produits biosourcés, grâce à des logistiques de biomasse optimisées pour des quantités massives, parce que les carburants, c'est massif, ça permettra de produire ces molécules biosourcées à un coût modéré. Ce qui n'est pas le cas si on fait que des petites unités disséminées un peu partout. Donc, si on trouve de la synergie, et c'est ça qu'il faut viser, on va être gagnant-gagnant. Mais vous avez raison, vraiment, j'adhère à ça. La biomasse, c'est d'égale importance que la technologie. Alors, je mettrai J'allais vous interroger. Donc. un dernier petit commentaire. Je suis tout à fait d'accord. La biomasse, le retour au sol, les compétitions d'usage, il faut en tenir compte. Mais pour ouvrir le scope, je dirais justement, c'est sous contrainte qu'on innove. Et donc, avec tous ces enjeux de durabilité de la biomasse et de retour au sol, il y a des moyens d'optimiser, d'avoir une meilleure efficacité, que ça soit, et donc de pouvoir finalement augmenter un peu les gisements et les avoir de façon contrôlée. Il y a encore énormément de choses à faire sur ce secteur-là qui, pour moi, n'a pas encore de filière clairement mis en place, où justement l'équilibre entre les différents usages serait bien pesé. C'est plutôt c'est une contrainte, c'est clair, il faut y faire attention, mais c'est aussi une opportunité d'innover et donc justement d'avoir des gisements durables pour faire des biocarburants. C'est génial. Tu me tends la perche et franchement, merci, parce que je suis passé à côté d'un point essentiel quand même en tant qu'entreprise d'innovation. L'innovation, elle va être dans la biomasse, ça c'est clair, elle va être aussi dans le procédé. Et c'est des choses, on a des travaux importants en cours et qui vont déboucher, je n'en doute pas. Si par exemple, on a l'astuce de combiner de l'hydrogène vert avec des unités de production de biocarburants, on va pouvoir, avec la même quantité de biomasse, produire le double de liquide. Donc, encore une fois, c'est pas opposer une solution à l'autre, c'est combiner et trouver de la synergie. Voilà. Et ça, c'est de l'innovation, tout simplement.
peut-être rebondir aussi, rajouter un peu encore sur la compétition. Nous, sur le terrain, aujourd'hui, il y a déjà une compétition sur les biomasses. Les méthaniseurs se font compétition entre eux, font compétition parfois un petit peu à l'élevage dans certaines régions. Les matériaux consomment des biomasses que peuvent consommer les méthaniseurs. Et en fait, aujourd'hui, ça va être un peu une question peut-être pour le ministère ou les pouvoirs publics, mais aujourd'hui, nous, on aide les agriculteurs, on achète leurs matières, on va les revendre à des filières qui peuvent les valoriser. Et qu'est-ce qu'on fait ? On achète les matières et on les vend à des filières qui apportent le plus de valeur ajoutée à l'agriculteur. Donc on raisonne la filière, on choisit les débouchés via des critères de rentabilité. Peut-être qu'il va y avoir d'autres critères à mettre en place, des planifications sur les choix des filières et en effet créer des cascades, des bioraffineries. Et ça, voilà, je me demandais un petit peu où en était la réflexion sur ces choix actuellement. Mais oui, face à tant de compétition, que fait l'État ? Effectivement, c'est une question importante à poser. Amaury, tu m'as pris la question qui était la prochaine. Quelles sont les politiques de soutien en fait aujourd'hui et celles prévues demain ou souhaitables demain pour répondre un peu à tous les enjeux qui viennent d'être évoqués et pour arriver à ce mix énergétique, notamment, à tous les besoins en fait de biocarburants, notamment dans l'aviation dont on a parlé. Il y a une première réponse de l'État qui est d'organiser des cases et des plafonds. Donc aujourd'hui, les biocarburants en concurrence alimentaire sont limités à 7% dans l'énergie des transports. Dans le biogaz, les cultures alimentaires sont limitées à 15% dans les méthaniseurs. Donc il y a une espèce de contrôle global du volume aussi par ces mécanismes maximaux d'incorporation. Plus largement, l'État cherche à donner un peu de vision et d'orientation pour permettre derrière les investissements industriels. On a des documents de planification, donc des programmations pluriannuelles de l'énergie, des stratégies bas carbone, beaucoup de grands mots, mais qui en fait, pour un industriel, donnent une orientation quand même des volontés de l'État en matière de décarbonation. Notamment dans le développement des biocarburants avancés, on a inscrit dans notre dernière programmation pluriannuelle de l'énergie un vrai objectif de développement à l'horizon 2028. Et chaque année dans la loi, on crante une croissance de l'objectif d'incorporation de biocarburants avancés dans les transports. Alors on joue un peu avec des chiffres. L'idée c'est que si un metteur à la consommation de produits pétroliers n'arrive pas à incorporer suffisamment de biocarburants avancés, alors il sera soumis à une taxe. Et donc en fait, l'existence de cette taxe crée une valeur intrinsèque au développement de la molécule biosourcée provenant des matières premières avancées. Ce qui du coup crée un prix de vente pour l'industriel et on espère l'incite à développer et à investir pour un niveau industriel. Voilà. C'est vraiment l'objectif qu'on a, c'est le mécanisme, on va dire, qui va assurer un prix derrière de vente pour tout biocarburant avancé. Mais bien sûr, ça ne suffit pas, notamment quand on est dans un domaine d'innovation technologique vraiment nouveau. Et là, on a des dispositifs d'appel à projets qui sont mis en place par l'ADEME et qui consistent à sélectionner des projets pour développer certains types de biocarburants. Par exemple, on a un vrai enjeu autour du développement des biocarburants aériens et on a un appel à projet en cours actuellement avec une enveloppe de plus de 200 millions d'euros pour financer des projets de réflexion, de recherche industrielle, de prototypes plutôt de développement, pour aller après vers une phase d'industrialisation. L'objectif étant que ces nouvelles technologies, si possible, s'implantent bien sûr en France plutôt qu'à l'étranger. Voilà. Merci. Pour continuer un peu sur le sujet des différents enjeux, nous on se pose vraiment la question depuis les quelques mois où on travaille là-dessus. Concrètement, quels sont les freins? Et c'est une question qui s'adresse à vous tous d'ailleurs, parce que chacun avait votre vision de la chose, mais quels sont les freins aujourd'hui au développement des biocarburants à l'échelle qui est souhaitée, qui est celle souhaitée, pas forcément à grande échelle, mais en tout cas celle qui est souhaitée. Par exemple, Jean-Christophe, vous parliez que là on arrive à l'industrialisation, mais on a l'impression que ça fait un moment qu'on attend cette phase. Quels sont les freins aussi à cette industrialisation? Et puis, même question pour tout le monde. Très bien, bon. Alors, moi déjà, je vais souligner quand même la grande cohérence de l'État, notamment pour la partie aérienne. Parce que Isabelle a donné la conclusion, c'est-à-dire qu'il y a des appels à projets en cours, mais en fait, c'est la suite d'une première histoire qui a démarré il y a 2-3 ans avec une trajectoire que l'État a imaginée, avec, je crois, 5%
visée d'incorporation de biocarburants à 2030 dans les réservoirs des aéronefs. Ça a été la première indication de l'État. Derrière ça, quelques 6 mois après, il y a un appel à manifestation d'intérêt qui a été émis par l'État, qui a permis à des porteurs de projets industriels de faire connaître leur intérêt pour faire des outils industriels. Et troisième étage de la fusée, je vais l'appeler comme ça, c'est l'appel à projet en cours. Donc ça, c'est quand même une grande cohérence. Et je vais remonter un petit peu plus loin. Il faut souligner le support de l'État pour les développements des technologies. Parce qu'on peut faire des objets industriels si et seulement si on a développé les technologies. Et développer une technologie, ça prend 10 ans. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? En 2008, en 2010, l'État a soutenu des projets de démonstrateurs auxquels IFPEN a participé, je vous prie de m'excuser, mais Total aussi et bien d'autres. Et ces projets, c'est Futurol, c'est Biotifuel, et à chaque fois, il faut l'avoir à l'esprit, c'est 30 millions d'euros d'aide de la part de l'État. Ça a permis aux acteurs de la R&D et aux acteurs industriels de s'unir, de démontrer des technologies, de sécuriser le risque technologique, de le limiter au maximum. C'est ce qu'on appelle la maîtrise de l'extrapolation. Et aujourd'hui, on arrive à la fin de ces développements. Futurol, c'est la fin, c'est décembre 2018. Biotifuel, les essais viennent de se terminer en juin dernier. Donc, les technologies sont prêtes. Que manque-t-il ? Aujourd'hui, il faut faire les investissements. Mais un investissement, c'est important. On parle là de plusieurs centaines de millions d'euros. Donc, il faut une vision de long terme parce que les investisseurs, ils vont investir pour une unité et il faut une rentabilité sur une vingtaine d'années. Donc il faut donner de la vision de long terme. Et c'est vrai que parfois l'Europe a eu quelques changements dans la réglementation qui ont un peu refroidi certains investisseurs. Par conséquent, pour sécuriser à la fois les investisseurs sur cette vision long terme réglementaire qui parfois a été troublée dans le passé en Europe et pour faire passer ce risque de première, parce qu'une première unité, même si on a fait très bien tous les développements, mais il y a toujours un risque supplémentaire, il va falloir faire un petit peu, trouver des mécanismes de subvention, d'aide, pour lancer ces premiers investissements. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, je les vois aux États-Unis, je les vois en Europe de l'Est, je les vois en Inde. Il faut à tout prix que nous le fassions en France, où nous avons des ressources et des technologies. J'avais une question, c'était pourquoi est-ce que ça se développe en Europe de l'Est, donc en Roumanie, aux États-Unis et en Inde, et pas en France, du coup, au-delà des manques d'investissement, ce serait juste ça, en fait, entre guillemets. Alors, il y a certainement plusieurs raisons. Moi, je ne suis pas un industriel, je ne suis qu'un observateur, là. J'espère être un peu avisé, mais je ne suis qu'un observateur. Ce que je peux voir, c'est que ceux qui portent les investissements sur ces zones-là, ce n'est pas forcément les énergéticiens traditionnels. Si je regarde le cas des États-Unis, ce n'est pas forcément les gros pétroliers seuls qui font ça. C'est souvent des gens qui sont des monteurs de projets qui réussissent à lever 700, 800 millions d'euros. Si vous regardez Gevo, par exemple, je prends un exemple simple, mais c'est public sur Internet, c'est des gens qui font ça. C'est peut-être une culture qui est moins présente sur certaines zones géographiques et peut-être en France, ça l'est moins qu'aux États-Unis. Ça, c'est un premier point. Sur l'Europe de l'Est, il faut aussi regarder le coût d'accès à la biomasse qui n'est peut-être pas tout à fait le même que celui que nous avons sur la France. Je vais prendre la parole en tant qu'industriel, on va dire. Je pense que c'est une bonne idée, oui. Voilà. Je vais revenir sur le point de Jean-François sur l'investissement et donner quelques ordres de grandeur. Quand on a fait la bioraffinerie de la Med, c'est une bioraffinerie qui produit à peu près 500 000 tonnes donc de carburant, de biocarburant, et pour un investissement de l'ordre de 300 millions d'euros. Avec 300 millions d'euros dans des carburants, dans une technologie de biocarburant avancée, si je fais 30 000 tonnes de biocarburant pour le même niveau d'investissement, c'est déjà bien. Donc vous voyez que la marge pour l'industriel, elle est beaucoup plus importante.
Donc ça veut dire 2 choses. Ça veut dire déjà que le coût de production du biocarburant, il ne va pas du tout être du même ordre de grandeur. Donc on est dans d'autres types de technologies. Donc les incentives qui vont être nécessaires, que ce soit par subvention ou par taxe incitative, voilà, doivent être ajustés pour que ce carburant finalement soit mis. Ça veut dire aussi qu'en retour sur investissement sur 20 ans pour l'unité, il faut une stabilité réglementaire d'autant plus importante qu'on est dans des technologies qui sont, je dirais, moins flexibles pour certaines que les technologies type hydrotraitement d'huile végétale comme la MED ou modulo quelques investissements ou ajustements dès quand même de pré-traitement un peu plus compliqué ou pas mais je peux traiter plein d'huiles différentes. Donc selon les évolutions réglementaires, je peux éventuellement essayer de me réajuster et pérenniser quand même mon unité. Sur ces nouvelles technologies, on est des fois beaucoup plus spécifique en termes de biomasse qui peut être utilisée. Et donc voilà, donc l'investissement est plus important, le type de biomasse qui peut être utilisé est plus resserré. Donc voilà, donc le risque pour l'industriel est beaucoup plus important. Donc cette stabilité de réglementation est clé. Et le dernier point me fait revenir sur le côté biomasse. On est sur des types de biomasse qui sont beaucoup plus diffuses, qui sont beaucoup moins énergétiques que n'est l'huile. Et donc ça veut dire que pour aller chercher cette biomasse, il faut avoir un réseau de collecte beaucoup plus large. Et ça voyage beaucoup moins, parce que comme l'a très bien rappelé Isabelle tout au début, un biocarburant, il faut que ce soit durable et donc que ça émette beaucoup moins de gaz à effet de serre qu'un carburant fossile. Sinon, ce n'est pas éligible, ce n'est pas un biocarburant. Et dans la réglementation, vous prenez en compte l'ensemble des gaz à effet de serre sur toute la chaîne. Donc si vous devez faire beaucoup voyager de biomasse et en faire voyager de façon énorme et importante, ben vous allez à la fin avoir un biocarburant qui va avoir une empreinte carbone qui ne va pas passer. Donc voilà, donc il y a un certain nombre d'enjeux, à la fois d'investissement, à la fois de risques industriels, à la fois de pérennité de réglementation et puis de biomasse qui peut être utilisée dans cette... Et donc c'est peut-être pour ça que l'enjeu qu'il va y avoir vraiment là, c'est de se dire, voilà, en France, où est le meilleur endroit pour que ce type de technologie puisse émerger et pour avoir un gisement de ressources suffisant. Mais justement, pour rebondir sur cette biomasse, la biomasse, comme vous l'avez dit, elle est diffuse, elle est variable en fonction du territoire, en fonction des années, du climat, etc. Comment on va gérer ça dans les prochaines années? Comment on va réussir à s'adapter? Comment on va collecter cette biomasse? Est-ce que ça veut dire qu'on va être amené à avoir plein de petites unités partout et qui vont être... alors, je vois Jean-Christophe qui fait non au bout de la table. Donc, plein de petites unités un peu partout où finalement, est-ce que ces unités vont pouvoir être convertibles aussi en fonction de la biomasse qui va pousser telle ou telle année? Comment finalement va se passer le maillage industriel et la relation avec le gisement qui est justement important? Il semblerait déjà sur les biomasses et l'approvisionnement en biomasse d'unités qui fait des biocarburants à partir de 2e génération, que ça se fait. Ça se fait, on l'a dit, aux États-Unis. Ça se fait en Roumanie avec un procédé qui s'appelle Sun Liquid porté par Clariant. Donc pour moi, c'est une l'ordre de 100 000 tonnes de paille, donc c'est des volumes qui sont conséquents. Donc on sait gérer ces approvisionnements. Donc comme toute biomasse d'origine agricole, il va falloir gérer une variabilité quantitative. Donc ça passe par des stocks, des diversifications d'approvisionnement, comme vous le disiez aussi, des possibilités d'aller chercher des matières diversifiées, donc d'avoir un process, et c'est l'avantage de la méthanisation, mais qui puisse accepter différentes matières pour s'adapter en fonction des années. Et ça c'est quelque chose, ce que je voulais dire, qu'on peut piloter, qui se fait déjà sur les filières alimentaires, puisque c'est le propre de toute filière agricole, c'est qu'il y a des variabilités de quantité et de qualité. En complément, pour compléter la vision logistique, on va dire, d'utilisation de cette biomasse, donc il faut collecter la biomasse, on l'emmène à l'endroit de la transformation. Donc déjà, potentiellement, on a
utiliser un grand territoire pour réussir à rattraper cette biomasse et pour la transformer. Après, une fois qu'elle a été transformée en carburant liquide, la question est où est-ce qu'on consomme ce carburant? Si jamais on a construit une unité industrielle en plein milieu du Cantal, sans aucun lien avec des infrastructures logistiques importantes, donc pas de pipeline, pas de voies navigables, etc., ça veut dire qu'on va transférer toute la biomasse transformée, tout le liquide, par camion. Et là, on perd vraiment toute l'efficacité. Donc on a en plus un enjeu industriel à développer toutes les industries à proximité des pipelines qui assurent un transport efficace, rapide et concentré de la molécule liquide. Donc ça rajoute encore un facteur compliqué à prendre en compte. Aujourd'hui, les raffineries qui font des petits volumes, enfin pas les raffineries, les transformations de biocarburants sont souvent à proximité d'un train, d'une barge pour assurer le transfert. Et les grosses unités de production qui s'annoncent en France avec des transformations de raffinerie en bioraffinerie sont à proximité de pipelines, ce qui permet en fait le transport massif et direct de la molécule et l'utilisation directe de cette molécule dans le carburant. On a vraiment un souci d'avoir des biocarburants, mais aussi de les mixer avec les carburants. On ne peut pas les séparer en fait dans l'organisation logistique. Et quand on distribue à la pompe un carburant final, en fait, il est mélangé, carburant fossile et biocarburant. Et en fait, on doit conserver ce mélange pour que ce soit opérationnel dans l'utilisation et la consommation finale. Je rebondirais juste sur les États-Unis. Vous n'avez pas du tout le même niveau de réglementation, le même type de réglementation. Aux États-Unis, ils regardent uniquement les gaz à effet de serre, la réduction de gaz à effet de serre. Il n'y a pas du tout de contraintes sur le type de biomasse utilisée. Donc voilà, donc vous pouvez avoir des effets très différents et typiquement aujourd'hui il y a beaucoup d'unités aux États-Unis sur gazéification de déchets ménagers, etc. Donc l'environnement réglementaire est très différent et peut permettre à certains types de technologies de démarrer plus rapidement d'un côté. Mais à un moment, voilà, ce type de technologie, une fois que ça sera mature, que les coûts auront pu baisser aussi, il y a des choses qui pourront arriver plus facilement en Europe aussi, sûrement. Alors, je rebondis encore une fois sur la ressource, parce que ça semble un peu être un sujet essentiel. Quelles ressources on n'a pas encore captées et qui pourraient être intéressantes dans le développement des biocarburants? Je peux rebondir. Donc, il y a, en agriculture, alors j'imagine que je ne suis pas expert des procédés, encore moins des procédés biocarburants. C'est pour ça que je suis très content d'échanger avec vous aujourd'hui. Mais j'imagine que c'est des biomasses plutôt sèches, de type lignocellulosique. Donc là, on va regarder surtout sur de la paille. Alors la paille, c'est différent en fonction des espèces. Il y a la paille de blé, la paille d'orge, la paille de colza, la paille de seigle, un petit peu encore, même s'il y en a moins d'hectares. Et la paille qui est la moins utilisée actuellement et qui fait le plus l'objet de convoitise, disons, c'est la paille de colza, parce qu'elle a moins de valeur en élevage. Il faut savoir qu'il y a un peu une déprise aussi de l'élevage. Donc la paille de blé et la paille d'orge sont des pailles qui commencent à être de plus en plus disponibles aussi. Voilà pour le sujet paille. Et après, il y a d'autres ressources lignocellulosiques de type résiduel, des tailles de haies par exemple, qui peuvent être produites en agriculture et sinon dans d'autres secteurs que je connais moins bien. Mais pour l'agriculture, c'est... En tout cas, de nous, ce qu'on voit, c'est principalement ça. En fait, il faut aller encore au-delà pour la biomasse non captée. Par exemple, les résidus forestiers. Quand on fait l'exploitation forestière, il y a les résidus forestiers. Aujourd'hui, on les laisse dans la forêt. Alors, ça a son intérêt pour la richesse des sols, mais pour y réfléchir à la capter, et là, c'est des très gros gisements qu'on pourrait récupérer. Il y a tout ce qui va être déchets ménagers. Dans les déchets ménagers, il y a des fractions fermentescibles qu'aujourd'hui, on ne récupère pas du tout. On fait un petit peu de compostage parfois, voilà. Mais il y a une vraie possibilité de capter encore cette biomasse fermentescible. Il y a la papeterie, il y a le résidu carton. Voilà, c'est tout ça ce qui n'est pas utilisé, pas valorisé. Mais en fait, on est dans une collecte extrêmement diffuse et du coup, c'est très difficile de la récupérer. Et plus généralement, plus la biomasse que l'on capte est variée, plus il va être difficile de la transformer avec un procédé industriel homogène. Mais là, je vous laisse. Est-ce que, juste que vous répondiez, est-ce que par rapport aux différents types de biomasse qui ne sont pas captées aujourd'hui, est-ce qu'il y a une priorisation qui se pressent ou est-ce que pour l'instant on reste aussi au statu quo actuel? Non, ça va dépendre des techniques industrielles qui seront matures aussi pour travailler sur un système de collecte adapté, je pense.
vouliez... oui. Bon, alors pour les technologies, le rôle des développeurs de technologies, enfin, ce que je compte représenter aujourd'hui, quand on développe une des technologies, on veut la diffuser. Je crois que j'ai commencé mon intervention comme ça, qu'elle aille sur le marché. Et clairement, pour IFPEN, le marché, c'est le monde. Donc il est important que quand on développe une technologie, elle soit capable de traiter un grand nombre de ressources. Pas forcément que des ressources disponibles en France. Donc par exemple, pour la technologie Futurol, aujourd'hui, je pense qu'on a dû qualifier plus de 20 biomasses différentes. Voilà. Et donc, on sait en prédire les performances, on sait donner des garanties à des industriels qui vont investir sur ces unités. Et au besoin, si un industriel identifie lors de l'étude de son projet spécifique des biomasses un peu originales que nous n'avons pas qualifiées, nous avons les outils pour les qualifier et modéliser les performances du procédé. Donc cet enjeu, on l'a cerné dès le début des développements. Après, ça c'est pour la voie biochimique. Pour la voie thermochimique, finalement, le choix que nous avons fait, c'est d'utiliser une technologie extrêmement robuste qui est la gazéification. Là, j'aurais un peu tendance à dire que ça accepte à peu près tout et n'importe quoi. Et tout l'enjeu, c'est la préparation pour pouvoir injecter la biomasse dans la gazéification. Et là encore, on a développé une technologie particulière. Et je ne sais pas aujourd'hui comment ça se déploiera industriellement, puisqu'il n'y a pas encore d'unité industrielle, mais il n'est pas impossible qu'un schéma à mi-chemin entre ce que je viens d'entendre là se voit le jour. C'est-à-dire, comme l'a très bien dit Madame Domergue, la partie transformation importante en grande quantité sur des sites tels que ceux des raffineries, c'est-à-dire connectés à des pipes pour aller arroser du liquide les utilisateurs. Et par contre, la préparation de la biomasse près des zones de collecte, près de coopératives sylvicoles, agricoles. Et ensuite, on densifie cette biomasse et on peut la transporter par barge jusqu'à la gazéification, toujours avec l'esprit avoir un système bas empreinte CO2. Voilà. Oui, donc il y a aussi un enjeu de structuration d'une filière logistique qui soit locale. Mais elle va être projet par projet. Oui. Et ça, Voilà. c'est vraiment ce que j'ai essayé de dire au départ. L'aspect biomasse est également important par rapport à l'aspect unité industrielle. Vraiment, dans un projet de biocarburant, c'est pari passou entre les deux. Moi, je voulais juste dire quelque chose aussi sur le sujet du bilan CO2, de la mobilisation de la biomasse. Il y a un point qui est essentiel dans le bilan CO2, c'est le fait de savoir si on stocke ou si on déstocke du carbone du sol. Et il faut savoir que le sol, chaque année, respire et perd du carbone. Et c'est un stock de carbone, il en perd chaque année. Donc chaque année, il faut en rapporter une certaine quantité, d'une manière ou d'une autre, soit avec la biomasse en question, soit avec une autre biomasse, mais il faut en rapporter. Et ça va être l'impact majeur de la mobilisation de la biomasse, c'est ces stocks de carbone qui sont importants dans les sols, qu'on risque, en mobilisant ces biomasses, si on ne fait pas attention à ces sujets-là, de réduire, et donc en réduisant ces stocks de carbone dans le sol, dégrader le bilan en carbone de ces biomasses, et donc la durabilité de ces filières. Donc juste pour rebondir, moi, par rapport à Jean-François, les technologies justement qui vont pouvoir émerger et essayer de limiter ce frein, cette difficulté de gisement de biomasse à côté d'une unité qui va pouvoir le transformer, qui elle-même sera à côté d'infrastructures pour pouvoir utiliser le biocarburant ensuite, qui va complexifier et limiter le potentiel développement. Les technologies qui permettent d'avoir une partie séparée avec une phase amont où ma biomasse qui est diffuse, qui est peu énergétique, je la concentre en quelque chose qui est beaucoup plus énergétique. Donc ça peut être de la torréfaction, ça peut être... il y a de l'huile de pyrolyse de déchets de bois aussi qui arrive. Et ensuite, de l'huile, c'est concentré en énergie. Je peux la transporter et après, je peux l'utiliser dans un endroit industriel de transformation en biocarburant. Voilà. Donc, il y a ces nouvelles, un petit peu, solutions qui vont commencer à émerger pour justement essayer de ne pas être contraint trop en termes de gisement. Parce qu'il faut... L'industriel qui a investi, comme je vous l'ai dit, des montants qui sont beaucoup plus importants que les technologies actuelles, il faut qu'il soit sûr que son unité elle tourne 8000 heures par an pour la rentabiliser. Et donc, toute rupture d'approvisionnement est clé. Puis on voit bien que finalement, ça va être un appro qui va être local.
Donc le risque pour l'industriel, il est très élevé dans ces sujets-là. Donc voilà, toute façon de pouvoir le réduire, de pouvoir avoir plusieurs sources d'appro qui se concentrent et qui arrivent. Voilà. Donc toutes ces réflexions un petit peu sont en train de se mettre en place pour ces nouvelles technologies et seront clés en tout cas pour leur déploiement. Merci. J'avais une dernière question sur les freins pour AgriCarbone. Parce que là, on a beaucoup parlé des freins qui sont liés à la disponibilité, la façon de transporter la biomasse. Est-ce qu'il y a des freins qui existent aussi vraiment au niveau même du monde agricole, en fait, vraiment par rapport aux agriculteurs aujourd'hui, dont on n'a pas encore beaucoup parlé? Est-ce qu'il y a des freins à ce niveau-là? Nous, on a identifié 4 grands freins, mais qui sont liés à la fois aux filières et à la fois à l'agricole. Et le premier, qu'on ne pensait pas être le premier finalement, et qu'on a constaté tous les jours sur le terrain, c'est le frein social. En fait, un industriel ne va pas parler à un agriculteur le même langage. Ils n'ont pas les mêmes contraintes, ils réfléchissent pas dans les mêmes dimensions, économiques. Et donc un acteur qui permet à chacun de traduire finalement le langage de l'un et de l'autre. C'est un peu abstrait ce que je dis, mais finalement tous les jours concrètement ça se traduit, peut permettre de faciliter ces relations. Donc ça, c'est un frein qu'il faudra relever pour impliquer des agriculteurs dans ces projets-là. Et le deuxième frein, on en a beaucoup parlé, c'est le frein agronomique et le frein du carbone dans les sols. Il faut savoir compenser ce carbone, voire même en apporter plus que ce qu'on en a exporté pour les filières biomasse, parce que les sols agricoles, pour certains, sont déjà à des taux de carbone qui sont assez bas. Et taux de carbone dit taux de matière organique, dit vie dans le sol, et donc dit beaucoup de services environnementaux et agronomiques pour l'agriculteur. Donc c'est un sujet pour l'agriculteur qui est essentiel. Et les autres freins, donc c'est plus des freins industriels et logistiques, c'est tamponner ces variabilités de quantité et de qualité qui sont propres aux matières agricoles. Chaque année, on a des variabilités de rendement, donc il faut savoir stocker, il faut savoir diversifier, comme on l'a évoqué. Qualité, il faut savoir mettre en place des process de contrôle assez précis qui permettent d'évacuer ou pas des matières qui respectent les critères nécessaires au développement de ces filières industrielles. Et puis le frein aussi, les logistiques, c'est-à-dire que c'est des matières, comme on le disait aussi, et ça on l'a évoqué, qui sont très dispersées sur les territoires et qui du coup demandent une organisation fine, un suivi détaillé de l'ensemble des gisements disponibles, des enlèvements, une fluidification des flux, des informations et des flux administratifs entre les différents acteurs. Très bien, merci beaucoup. Je pense qu'on a bien mappé un peu les différents freins et verrous à lever, qu'ils soient sociaux dès le début de la chaîne jusqu'à technologiques, financiers ou logistiques. Maintenant, on aurait une question un peu en prenant un peu de hauteur. La question, elle est simple et en même temps assez large. Est-ce que les biocarburants, finalement, sont stratégiques pour la France et surtout, pourquoi ? Qui veut commencer? Isabelle? La vision de l'État là-dessus, c'est que oui, le développement de biocarburants en France est totalement stratégique, alors avec un accent particulièrement sur la filière aviation. La France est reconnue pour son expertise et sa haute compétence dans le domaine de l'aéronautique. Il s'agit de rester leader dans le domaine en apportant des exemples de technologies et de développement industriel réussis pour fournir à l'aérien des biocarburants durables. Donc il y a un vrai enjeu de compétitivité et c'est pour ça qu'on s'est investi depuis 3 ans déjà pour construire avec la filière une réflexion sur le développement de ces carburants. C'est pas fini, il y a encore pas mal de travail, mais si on arrive dans les 3-4 prochaines années à réussir une implantation ou plusieurs industriels en France pour le développement de ces nouveaux carburants, ce sera vraiment une réussite et j'espère qu'on va y parvenir pour continuer à porter dans l'excellence la filière aéronautique française. Myriam, peut-être côté Total Energy, est-ce qu'il y a un axe stratégique fort au développement des biocarburants et quelle est la place est-ce que c'est stratégique pour Total et pour Total, j'ai parlé pour Total, pas pour la France. Je pense que c'est pour la planète et le monde qui sont aussi stratégiques, pas que pour la France. Oui, pour Total Energy, on a affirmé notre ambition de devenir un leader dans ce sujet des biocarburants et des carburants renouvelables. On a démarré en 2019 une bioraffinerie, donc à la Med, comme je le disais, qui produit à peu près 500 000 tonnes de biocarburants routiers.
Et puis on a annoncé également il y a un an à peu près qu'on allait transformer la raffinerie que l'on a à Grand Puy en Île-de-France en une bioraffinerie qui va produire près de 200 000 tonnes de carburant aérien. Donc voilà, à horizon fin 2024-2025. Donc cette bioraffinerie, elle sera produite sur la technologie d'hydrotraitement d'huile, donc des déchets d'huile uniquement. Et on regarde également donc, les autres solutions technologiques pour continuer à développer ces productions de biocarburants aériens. Parce que oui, le gisement de déchets, huile, aujourd'hui, il est limité. On peut essayer aussi de l'améliorer. Hein, et donc, je pense par exemple à tout ce qui est huile de cuisson usagée. Aujourd'hui, il y a des réglementations pour les restaurants. Mais il y a aussi un gisement accessible chez les particuliers qui, voilà, plutôt que se débarrasser de leurs huiles de cuisson usagées dans l'évier, de polluer les eaux, etc., voilà, il pourrait y avoir une mise en place de collecte. Enfin, donc quand je parlais d'innovation, de filières sous contrainte, c'est typiquement ça. La Belgique le fait. Hein. Voilà, donc il y a ces sujets qui sont encore à développer et puis à réfléchir sur les carburants de demain. Et Total Energy regarde aussi, je le mentionnais au début, tout ce qui est carburant synthétique, donc à partir de CO2 et d'hydrogène, qui seront une solution aussi pour l'aviation demain. Oui, je voulais juste dire que la France est un pays agricole aussi, un grand pays agricole. Donc on pense qu'il y a beaucoup à faire, en tout cas nous en France, dans la mobilisation de la biomasse et du fait que l'agriculture est bien développée et bien puissante. Il y a un sujet quand même qui va bouleverser ça et qui n'est pas des moindres, c'est le changement climatique. Et ça, on le vit dès maintenant. On vit des sécheresses importantes comme celle de l'année dernière ou des excès de pluviométrie comme cette année. Et ça risque de jouer sur la production de biomasse et augmenter encore plus les enjeux dont on a parlé tout à l'heure. Alors moi, je me pencherai uniquement sur le côté technologique. IFPEN, on travaille sur les biocarburants depuis les années 80. Donc, me demander si c'est stratégique pour IFPEN, c'est même pas la question. Oui, naturellement. Et nous, on veut porter ces innovations en France. Ça, c'est important. Mais partout dans le monde. Et on veut que ces technologies françaises que nous développons, que nous avons développées, Futurol, Beautiful, et puis celles que nous sommes en train de développer, elles soient présentes partout dans le monde via notre filiale Axens. Axens, c'est 96% de son chiffre d'affaires à l'international. Et donc ça, c'est des ressources pour la France, parce que quand on vend une technologie de production de biocarburant, il y a des équipements qui sont... Les ingénieurs français les développent. C'est fabriqué pour partie en France. Il y a des catalyseurs. Les catalyseurs sont produits dans les usines d'Axens en France. Donc c'est bon pour le pays. Et bien sûr, naturellement, si les unités industrielles sont en France avec de la biomasse française, là c'est vraiment parfait. C'est sûr, donc hautement stratégique. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. Je pense que le temps file et qu'il peut être temps pour nous de vous laisser la parole dans le public pour des questions. Alors je vais me lever et faire passer les micros. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a une première question dans le public ? Ouais, ici. Vous évoquiez que la régulation n'était pas aussi évoluée en France que dans d'autres pays. Est-ce que c'est une absence de vision, de conception d'un modèle économique de la filière qui fait qu'on tâtonne dans la définition de part de valeur ajoutée de chacun dans la chaîne de valeur ? On peut répéter le début de la question. Ah, vous avez peur. La question étant, aujourd'hui, on a une perspective, une vision aussi bien de la régulation que du modèle économique ayant trait à la répartition de la rémunération des acteurs sur la chaîne de valeur, chacun donc négociant au mieux sa part, sachant que l'État a une difficulté compte tenu c'est ce que se transcrit pour moi, cette absence de régulation, a une difficulté à définir sa place, son rôle et sa nécessité éventuellement de financer. Mais est-ce que les acteurs eux-mêmes, entre eux, indépendamment de l'État,
ont su négocier des partenariats qui définissent des règles du jeu claires ou des conditions de positionnement chacun dans la chaîne de valeur entre des fournisseurs, donc les agriculteurs, et puis les différents autres maillons de la conversion en biocarburant et de son acheminement aux utilisateurs finaux. Merci beaucoup pour cette question. Myriam, du coup. Moi, je vais juste dire que le sujet des biocarburants est un sujet réglementaire. Aujourd'hui, si vous avez des incorporations de biocarburants, c'est parce qu'il y a des obligations réglementaires avec des pénalités si vous ne le faites pas. Donc, et personne n'incorpore plus de biocarburants que la réglementation lui impose. Donc le chapeau réglementaire, il est très présent dans les biocarburants. Et ensuite, la répartition de la valeur. Il y a un équilibre offre-demande aujourd'hui entre les matières premières qui sont dont les gisements sont beaucoup plus importants aujourd'hui quand on est sur les biocarburants aujourd'hui qui sont sur des bases huile, soit végétales, soit déchets huileux. Par exemple, si on regarde les carburants en diesel. Donc voilà, donc vous avez un équilibre offre-demande entre le prix des matières premières qui sont cotées sur certaines bourses et puis le prix du biocarburant qui est fonction de la réglementation et d'incentive qui est mise. Ce que vous dites ne suffit pas à inciter au développement d'une filière. Je vais faire un parallèle avec les bornes de recharge électrique. Compte tenu de la superposition des marges des différents acteurs de cette filière, il est extrêmement difficile pour les collectivités locales d'entrevoir comment rentabiliser le fait de densifier des points de recharge des voitures électriques, ce qui fait que la voiture électrique aura de grands problèmes à pouvoir donc émerger comme étant viable économiquement pour les utilisateurs. Enfin, les utilisateurs finaux vont rechigner, vu cette absence d'infrastructure, à investir dans le domaine. On s'éloigne un tout petit peu du sujet biocarburant, mais j'ai envie de dire, là encore, l'État pourvoit, parce qu'on a mis en place, on a élargi le cadre réglementaire qui s'applique aux biocarburants pour faire en sorte que toute recharge électrique qui se fait à partir d'une borne publique puisse participer au mécanisme global d'incorporation de l'ENR dans les transports. Donc concrètement, un metteur à la consommation de produits pétroliers, comme Total Energy, peut, pour atteindre son objectif global d'incorporation de biocarburants, acheter en fait des certificats d'incorporation d'énergie électrique renouvelable qui auront été vendus par exemple par des collectivités dans une borne de collectivité. Donc voilà, si une collectivité demande à disposer d'un certificat de durabilité lié à une borne de recharge et en montrant le volume, la quantité d'énergie qu'elle aura vendue grâce à cette borne, elle pourra retrouver du financement grâce à l'objectif général que l'État a mis en place et que le metteur à la consommation est prêt à respecter. Voilà, donc ça fait vraiment, c'est très très fort comme incitation. On est, alors en mégawattheure, on va être à plus de 100 € par mégawattheure de soutien en fait derrière. Donc faut vraiment, j'espère que je ne me trompe pas dans les ordres de grandeur. Bon, j'ai un doute sur le montant, mais bon, en tout cas, c'est très important et c'est pas du tout négligeable pour les collectivités. Donc, on est en train de mettre en place ce mécanisme qui doit rentrer en vigueur en 2022, ce sera peut-être en 2023 si on dérape un peu dans la structure, mais c'est vraiment l'objectif. On a une autre question. Bonjour, je suis Pierre-Yves Bertin, je suis porteur de projet dans le domaine du biogaz. Et en vous écoutant, j'avais l'impression que le biogaz était donc uniquement un élément primaire dans la constitution des biocarburants et en aucun cas ne pouvait constituer en lui-même le carburant final. Je ne sais pas si c'est moi qui a cette impression, mais j'ai l'impression que l'infrastructure des raffineries, l'infrastructure des éoléoducs est absolument déterminant et c'est un point sur lequel a priori, j'ai compris que les pétroliers ne voulaient pas bouger. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas prêts à s'investir dans une véritable logistique du gaz entre la production jusqu'à la distribution. Est-ce que vous pouvez soit me démentir ou m'expliquer ?
là, on va encore sortir un peu de mon domaine d'expertise. Le gaz a une logistique à travers le réseau de gaz en France, qui est principalement destiné à la consommation de gaz, comme on connaît chez les particuliers. Il y a des connexions potentiellement de ravitaillement au gaz à ce réseau qui permettent d'assurer le transport du gaz. Dans la réflexion pour la valorisation du bio-GNV, c'est encore un secteur qui se structure, donc on n'a pas encore d'obligations réglementaires comme pour les biocarburants. Et on réfléchit par exemple à des systèmes de vente avec une unité pour mailler le territoire, avec une station de ravitaillement au bio-GNV qui serait reliée directement à un méthaniseur, sans passer forcément par le réseau. Donc là, on ne passe pas par des systèmes de distribution classiques, mais on est sur un maillage au plus près de la ressource de biomasse que l'on peut trouver sur le territoire. On est en train de structurer des mécanismes de soutien pour ce type de vente. Ce n'est pas finalisé, il y a encore un peu de travail dessus. Mais on est vraiment dans une dynamique aussi d'aider la mobilité au bio-GNV, en particulier pour tout ce qui va être motorisation de camions, voilà, et peut-être un peu camionnette, mais on est surtout sur cette mobilité un peu plus lourde. Et moi, je vais juste dire qu'on avait un prisme biocarburant liquide aujourd'hui, donc il n'y avait pas de mention particulière, à part peut-être quand on parlait des méthaniseurs voilà. Mais sinon, notre prisme d'échange était plutôt biocarburant liquide et les industriels n'opposent pas biocarburant liquide et biocarburant gazeux, et Total Energy était aussi très présent dans la production de biogaz et de bio-LNG, donc non, voilà. Mais maintenant, une raffinerie de carburant fossile, voilà, quand on la transforme, elle va faire des biocarburants liquides. C'est pas du tout les mêmes types de technologies qu'un méthaniseur pour faire du biogaz. On a une autre question ici. Je suis pas du tout du domaine, alors, et bravo pour tout ça, j'apprends plein de choses. À une époque, j'étais dans le sud-ouest, papeterie de Gascogne, et il y avait chaudière biomasse qui arrivait, je ne sais pas si vous vous rappelez, subventionné par l'Europe, etc. Et il y avait des polémiques qui arrivaient, puisque accès à la matière entre les industriels du papier, comme nous étions, et puis cette chaudière biomasse qui allait capter une partie du bois, plus grande forêt d'Europe, le pas maritime, etc. Et donc il y avait des éléments qui n'étaient pas d'une métrique du type climatique ou économique qui arrivaient sur la table. C'était du style combien d'emplois, c'était 40 000 emplois je crois en Aquitaine. Enfin, pour le sujet ici, c'est un peu la même chose. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres critères, je dirais, que climatiques et économiques pour décider d'une nouvelle énergie, je réfléchis tôt, qui va dans un monde où on a du mal parfois à se nourrir. Est-ce que ça va augmenter les céréales? Enfin, vous voyez, c'est ce genre de questions où c'est très difficile d'y répondre. Mais est-ce qu'il y a des réflexions un peu poussées pour savoir les effets à terme? Puisque l'offre-demande, c'est ça qui drive le monde, en tout cas à court, moyen terme, mais est-ce qu'on ne peut pas pousser un peu plus loin? Puis après, j'avais une deuxième question, rien à voir. Sur le côté compétition avec l'alimentaire, c'est le prisme sur lequel on aborde le sujet des biocarburants, c'est ne pas faire, ou le moins possible, compétition avec l'alimentaire. Donc c'est un parti pris, c'est un sujet. Il faut savoir que les agriculteurs, du coup, si on réfléchit en termes d'emploi, vous apportez une réelle valeur ajoutée aux agriculteurs. Vous localisez des filières qui sont créées en partenariat avec ce tissu agricole local qui a une vraie valeur aussi. Donc il n'y a pas d'effet prix sur la bouffe, quoi. Pas d'effet prix. Pas en France. Pas encore. Pas mais est-ce qu'il y a des France. pourcentages où on sait qu'il y aura un effet prix, quoi? Pour l'instant, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que là, on voit les cours des matières premières qui ont fait x3 pour certains, voire plus. Et derrière, les agriculteurs réfléchissent à augmenter le prix du reste, c'est-à-dire des coproduits qui sont générés en parallèle du blé, par exemple la paille ou la paille de colza, enfin, ce type de matière-là. Je pense qu'en fait, c'est vrai de dire que, par exemple, aux États-Unis, dans certains États, il y a des niveaux d'incorporation d'éthanol qui vont en fait fixer le prix du sucre alimentaire sur l'éthanol. Voilà, ça c'est vrai. Par contre, le niveau d'utilisation des biocarburants en concurrence alimentaire qu'on a en France ne fait pas de concurrence avec l'alimentation. Et même, en fait, c'est un soutien à la production agricole. Ça assure un revenu complémentaire aux agriculteurs et ça permet le maintien des exploitations agricoles.
sans les biocarburants, en fait, on aurait beaucoup d'agriculteurs qui auraient mis la clé sous la porte et qui auraient arrêté d'exploiter. Donc voilà, donc en fait, ça dépend vraiment des régions du monde. Et l'équilibre qu'on a trouvé en France, je trouve, est assez bon. Tout le monde pourra trouver une façon de le critiquer, mais on a un soutien à l'économie agricole sans pour autant aller vers une concurrence à l'usage alimentaire. La deuxième question, rien à voir, c'est un transporteur, une flotte de camions. Il faut qu'il décide, parce que c'est un amortissement, je ne sais pas sur combien d'années, là, 10 ans, il faut qu'il décide qu'est-ce qu'il doit acheter. Et vu que les règles changent suivant les hommes au pouvoir, etc., ça ne doit pas être facile quand même. Est-ce que quelqu'un peut commenter ça? Est-ce que je dois prendre de l'électrique, de l'hydrogène, de l'biocarburant, de l'hybride? Je sais pas, voilà. Non, mais effectivement, c'est un sujet clé et c'est des sujets qu'on porte fort au niveau de la direction de l'énergie que je représente. Il y a plusieurs solutions et on accompagne l'ensemble des solutions. Le camion de demain, il va être soit au biofuel, soit à l'électricité, soit au GNV. Et je pense qu'il y aura des infrastructures dans les 3 domaines pour assurer la mobilité de ce camion. On est sur un mix, on n'arrivera pas à avoir un 100% de quelque chose. Et donc en fait, le panel des choix est encore large. Voilà, ça c'est sûr. Hein. Et si on peut juste apporter un complément, parce qu'on a eu l'occasion, donc là il n'y a pas de transporteurs représentés à la table ronde, mais nous on a eu l'occasion d'échanger avec beaucoup de transporteurs, de constructeurs de véhicules, et effectivement il y a vraiment cette question du mix énergétique. Donc pour les transports aussi de véhicules particuliers, ça sera principalement de l'électrique, et après pour les transports logistiques, de camions, etc., il va y avoir, de toute façon l'équation sera principalement économique, mais il y a aussi des vrais choix stratégiques des dirigeants ou des dirigeants de PME, ETI, de transport pour aller vers les biocarburants, parce que comme le disait, en fait, la boucle est presque bouclée, parce que comme Myriam le disait tout à l'heure, c'est quelque chose qui est disponible aujourd'hui aussi, quitte à ce que ce soit une solution aussi transitoire d'ici pour les 10 prochaines années. Bonsoir, merci beaucoup déjà pour vos interventions. Justement, je me pose la question, l'énergie des transports, quelle part de cette énergie pourrait être couverte à terme dans le monde par les biocarburants, et notamment avec les limitations que nous connaissons donc, sur la production de biomasse annuelle, et j'entends aussi, je dirais, dans le futur, avec des nouvelles technologies qui permettent des meilleurs rendements entre de la biomasse inutilisée pour l'instant, mais qui dans le futur pourrait donner naissance à des biocarburants. Voilà, juste pour avoir une idée, une ordre de grandeur, est-ce qu'on parle de 10% ou de 50% par exemple de l'énergie des transports qui pourrait être couverte par les biocarburants à terme en 2030, en 2050? Moi, j'ai pas la réponse, mais je trouve que c'est une excellente question. J'ai des réponses partielles, on va dire. Des réponses partielles parce que aujourd'hui, dans le transport routier, on est déjà à plus de 8% de l'énergie qui est assurée par les biocarburants. Voilà. Et après, dans les objectifs, par exemple, dans le transport aérien, on se fixe 50% de biocarburants en 2050. Voilà, ça donne une autre idée. Le routier, on va être plus vers l'électricité. Et après, dans les camions, on continuera encore à mettre des biocarburants pour mixer avec l'électrique. Voilà. C'est pas une réponse totale, désolé. Je crois qu'il y a des études qui ont été faites sur la production totale de biomasse et l'équivalent énergétique dans le monde de ces biomasses, qui peuvent être mises en lumière de la consommation totale de produits pétroliers, donc l'équivalent énergétique, mais j'ai pas les chiffres. Désolé. À l'échelle européenne, moi je vous invite à aller voir une étude de l'Imperial College qui est sur le site de Fuels Europe. Mais encore une fois, il n'y a pas de réponse à votre question, parce qu'il faut se projeter sur quel sera le mix des technologies, des systèmes pour se déplacer, quels seront les systèmes d'organisation de la biomasse qui auront été faits, et ça c'est l'innovation, et les technologies de production, je l'ai dit dès le départ, on peut coupler avec de l'hydrogène vert, donc pour se projeter, c'est la seule chose dont je suis certain, c'est qu'on aura un panel de solutions. Et ça sera vraiment un mix énergétique face auquel on va se trouver. Bonjour à tous. Bonjour à tous, Christian. Je vous remercie pour les interventions. J'avais juste une question pour rebondir sur la demande de transport.
sachant que c'est un secteur qui fait très peu de marge, les transporteurs. Donc je cible les transporteurs et pour rebondir avec les agriculteurs. On a très peu de marge et les coûts d'achat sont extrêmement élevés pour les hydrogènes ou bio-GNV, surtout pour le bio-GNV et les stations que vous mettez en place. Maintenant, c'est quelles sont les aides disponibles par l'État ou les organismes tels que Total. Quelles sont les aides et les plans mis en place pour qu'on puisse accompagner avec l'Astral ou d'autres, tels que je suis un indépendant commissionnaire éco-responsable. Sauf que j'ai du mal à accompagner les transporteurs et ils sont tous bloqués sur le fait que c'est extrêmement cher, j'ai pas de visibilité et demain, qu'est-ce qui me dit que je serai rentable et que je vais pas fermer d'ici 3 ans. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre en place, État, organisme ou développeurs, pour créer cette synergie qui est attendue avec les délais et l'urgence climatique? Alors, je ne suis pas la plus grande experte sur ce sujet-là. Globalement, dans le développement, par exemple, d'une mobilité GNV pour un camion, on va être sur un système de flotte captive. Donc, en gros, on va chercher à développer une station au bio-GNV, par exemple, qui va rayonner pour un certain nombre de camions, potentiellement de plusieurs transporteurs. Donc, il y a un côté mutualisation à mettre en place. Ça peut être aidé par les collectivités, etc., ou en participant à des mécanismes d'aide au développement d'une station bio-GNV. Après, pour l'achat de camions, je connais moins bien. Je sais qu'il y a des mécanismes de suramortissement qui existent. Donc, effectivement, il faut avoir la trésorerie initiale pour acheter. Mais voilà, je ne connais pas assez bien pour répondre précisément. Et sinon, pour revenir sur le biocarburant liquide, voilà, il y a des solutions aujourd'hui, des biocarburants qui peuvent être utilisés à 100% dans les moteurs d'aujourd'hui, hein, sans changer donc, le camion. Hein. Donc là, c'est une solution voilà, qui peut directement se mettre en place. Il n'y a pas besoin d'investissement de changer les flottes de camions. Le B100 ou l'HVO100. Donc voilà. Donc le B100, c'est de l'ester de colza, ou sinon l'HVO100, c'est un carburant 100% diesel renouvelable, c'est-à-dire qu'il a la même structure moléculaire qu'un diesel. Donc voilà, vous n'avez pas du tout de limitation et vous l'utilisez exactement comme un carburant fossile. Sur le B100, oui. Oui, sur le B100, oui, mais pas sur l'HVO100. On n'a plus de questions. Ça, si, une dernière. Je reviens en parallèle sur le bois, là. Quand il y avait la chaudière biomasse, il y avait des soucis avec le sable, le sable qui foutait en l'air les chaudières, d'accord. Et il y avait aussi le souci de l'âge du bois, enfin de l'efficacité énergétique du bois, etc. Est-ce que dans les biocarburants, enfin pour tout ce qui est céréales, etc., il y a le même genre de problématique, c'est-à-dire la façon dont on ramasse, ça fout en l'air certaines choses, vous voyez ce que je veux dire? Le sable, je n'y connais rien. Et est-ce que la durée, c'est ça qui m'intéresse, le vin en général, on dit il est bon lorsqu'il est un vin de garde, etc. Et le bois, avant c'était 80 ans, au-delà d'être sec, plus il était vieux, plus il chauffait, quoi. Enfin, c'est un peu ça. Est-ce que c'est la même problématique de temps pour les céréales? Vous voyez ce que je veux dire plus Là, je vais parler au plan technologique. Justement, on a appris de toutes ces choses-là. Une usine, et je crois que Myriam l'a dit, ça doit tourner 8000 heures par an. Sinon, c'est pas rentable. Donc, les technologies que l'on a développées, elles sont éprouvées pour tourner 8000 heures par an avec des fortes charges de silice. Et typiquement, si on prend de la paille de riz, on a une charge de silice qui est bien plus importante que celle d'un bois. Si vous prenez un bois d'Aquitaine, effectivement, avec ses racines, vous allez avoir une charge de silice importante. Je vous taquine, mais je pense que c'est ça. Et donc ça, on l'a intégré dans le développement des technologies. C'est une clé. Donc, on a des technologies appropriées. Après, je peux vous faire un cours sur la gazéification, mais je ne suis pas sûr que ce soit la question. Ça peut se piloter aussi à l'origine de la biomasse. Certaines parcelles sont plus riches en silice, par exemple, que d'autres. Et donc, la biomasse qui est produite sur ces parcelles est plus riche en silice que la biomasse qui est produite sur d'autres parcelles. Donc, ça peut aussi être des leviers très fins de pilotage, mais c'est plus compliqué. Je voulais juste faire une petite remarque sur les taux d'utilisation des installations. Vous parlez du 1000 heures par an pour une installation pétrolière. Il faut comparer avec les taux d'utilisation dans l'agriculture, où une moissonneuse-batteuse, ça tourne 2 semaines par an, quoi. Donc est-ce qu'il n'y a pas un compromis à faire entre les deux, surtout compte tenu de la disponibilité de la biomasse? En fait, la biomasse, elle n'est pas disponible 365 jours par an. Donc il y a peut-être un compromis à faire sur le taux d'utilisation des installations pétrolières. Sur le compromis, je ne suis pas convaincu au niveau investissement, mais je suis pas, moi, vous savez, je ne suis pas investisseur, donc je me tournerai vers ma voisine, qui a probablement une autre opinion. Néanmoins, c'est pour ça
les gens qui ont essayé dans des pays proches de nous de développer une technologie pour une seule biomasse, je sais très bien comment ça s'est terminé pour tous. Ils n'existent plus. Donc les développements que nous avons fait avec nos partenaires, c'est vraiment pour traiter plusieurs biomasses. Et effectivement, en fonction de la disponibilité, de la saisonnalité, des stockages que l'on aura, une biomasse va vieillir, elle n'aura pas les mêmes taux d'humidité. Et on a axé tous nos développements sur une robustesse des technologies pour justement avoir ces 8000 heures par an. Mais peut-être que ma voisine va dire que finalement 3000 heures par an lui suffisent. Non, je vous confirme. 8000 heures par an. Enfin, c'est comme ça qu'on l'évalue. Et il faut qu'elle tourne. Mais c'est pour ça que le gisement de biomasse, il est clé et que la technologie doit pouvoir être flexible pour pouvoir, au moment de la saisonnalité des différentes pailles, pouvoir reprendre du bois quand il n'y a plus de paille. Enfin, donc c'est clé que ce gisement doit être multiple et disponible et sécurisé compte tenu des autres usages possibles, etc., pour assurer ce fonctionnement. L'industriel ne prendra pas de risque d'investir s'il n'y a pas... Ah, mais c'est pour ça que par rapport à des technologies qui sont plus matures aujourd'hui, qui sont sur des bases d'huile, où on peut transporter les huiles, on peut les faire venir, elles ne sont pas obligées d'être dans un rayon de 50 à 100 km autour de l'unité. On a une flexibilité qui est d'un autre ordre que quand on arrive dans ces toutes technologies plus avancées, où là, cet enjeu-là va être clé, compte tenu en plus des investissements qui sont beaucoup plus importants. Merci. On va devoir arrêter là maintenant, puisqu'on a on a un petit peu dépassé et on va avoir un peu de concurrence là-bas sur le Bang. Mais en tout cas, merci beaucoup déjà pour les questions. C'était très intéressant de compléter un peu tout ce qui avait été dit. Un grand pardon. Un grand merci à tous. Alors, si vous voulez apporter un mot de conclusion, avec plaisir. En tout cas, nous, on ne va pas faire de synthèse de tout ce qui a été dit parce que ça a été très riche, mais une des conclusions qu'on peut tirer, je trouve, c'est que contrairement à ce qu'on peut penser quand on commence un peu à défricher ce sujet, le sujet n'est pas tant de où est-ce qu'on va mettre, finalement on l'a bien vu, c'est pas vers qui on va mettre les biocarburants, parce que ça fait assez consensus. Là, il y a l'aviation qui va tirer cette production, mais c'est vraiment un sujet de disponibilité des ressources et de compétition des ressources. J'espère que vous partagez cette conclusion, et c'est là où les enjeux sont très très forts finalement. Donc merci à tous et bonne fin de journée, bonne fin de ligue. Merci à tous.